voix nue. Cette semaine, Didier Lesky rencontre Mohamed Arbi. Ce soir, du Coran à l'école laïque, une formation anticolonialiste. Bonjour Mohamed Arbi, merci de nous accueillir chez vous dans le 11e arrondissement, dans votre appartement, avec un immeuble où il y a quelques travaux qui peuvent de temps en temps se faire entendre auprès de nos auditeurs. Mais moi je ne savais pas qu'ils allaient travailler aujourd'hui, ils ne nous ont pas avertis. Vous êtes une des dernières grandes figures de la lutte pour l'indépendance algérienne. Les spécialistes vous connaissent comme historien de votre propre pratique, comme vous l'avez écrit. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'histoire de l'Algérie contemporaine. On vous doit en particulier une histoire critique du Front de libération nationale et du populisme révolutionnaire en Algérie. Depuis votre exil parisien, vous n'avez cessé de décortiquer les mythes et réalités de cette histoire, dont vous dites que pour les Algériens, elle est à la fois leur paradis et leur enfer. Au cours de nos 5 rendez-vous, je voudrais, à travers votre parcours, revenir sur cette histoire peu connue par les nouvelles générations des deux côtés de la Méditerranée et qui nous lie entre la France et l'Algérie de manière singulière. Mohamed Arbi, vous êtes né le 16 juin 1933 à côté de ce qu'on appelait à l'époque Philippeville, Skikda, dans un milieu familial de notables en fait. Exactement. La famille était propriétaire d'une surface de 200 hectares sur de très bonnes terres avec de l'eau. C'est important. Et vous avez donc une enfance rurale, vous avez même appris à monter à cheval. Ah, c'est de rigueur. C'était de rigueur, voilà. Et vous avez un père qui est très soucieux de votre éducation, il va vous envoyer à l'école. À l'époque, seul un jeune Algérien sur 10 va à l'école. L'école donc mixte, où il y a à la fois des Algériens et des Européens. Effectivement. Voilà. Les premières classes, je les faites en milieu strictement algérien. C'est à partir des classes du certificat d'études ou des trucs. Que là, vous êtes avec les Européens. Nous sommes avec les Européens. Et il n'y a pas de mixité pour nous. Il n'y a pas de mixité. Les filles algériennes qui vont à l'école vont avec les garçons et filles européens. D'accord, mais pas les garçons. Mais pas les garçons. Et en même temps, vous avez, au parallèle de cette école, vous allez avoir une éducation religieuse aussi. Vous êtes un peu sur une double culture à la fois. Oui, je crois que c'est le sort de tous les jeunes algériens. On envoie obligatoirement les enfants à l'école coranique. Bon, mais moi je suis arrivé dans une situation où on a ouvert des médersas, c'est-à-dire des écoles qui n'enseignent pas la religion seulement, et qui traitent de la langue, de la civilisation arabe et musulmane. Et de l'histoire algérienne. C'est ça, c'est la première fois que j'ai pris contact avec le drapeau du PPA, qu'on disait le drapeau de l'Algérie. Oui, ce drapeau qui a été en fait dessiné par Messali Hadj. Et c'est la première fois que je vois une carte de l'Algérie. Dans la médersa. Dans la médersa. Et votre père, qui est soucieux de votre éducation, vous dit il faut continuer parce que il faut que tu sortes de la condition d'agriculteur. Oui. Mon père a travaillé dur. Et donc, il ne prenait pas de vacances, sauf après les moissons, pour prendre quelques jours, et il revient au travail. Et donc il avait conscience qu'à travers l'école, et en particulier le lycée, il y avait la possibilité d'une ascension sociale, et c'est grâce à ça que vous allez devenir un intellectuel. C'est exactement ça. Voilà. Il mettait tous ses espoirs dans l'éducation, dans l'instruction. Dans l'instruction. En français. En français. Et vous avez donc eu cette double culture algérienne, la médersa,
l'histoire de l'Algérie avec un point de vue national et musulman, et puis l'école française dont vous dites qu'elle vous a donné les premières armes pour l'émancipation. Effectivement, effectivement, parce que il n'y a pas que, si vous voulez, ce qu'on apprend à l'école, il y a aussi le brassage des milieux sociaux. C'est très important. Si on ouvre bien l'œil, l'apprentissage politique commence là. Et votre apprentissage politique, il va commencer vraiment au lycée, puisque c'est au lycée que vous allez adhérer, Mohamed Arbi, au Parti du peuple algérien, et à l'époque au MTLD, hein, c'est-à-dire au mouvement légal de Messali Hadj. Oui. Disons dans le vocabulaire actuel, la devanture d'un parti clandestin. D'un parti clandestin. Et donc, au lycée, vous allez avoir cette première expérience, comme d'autres militants de la cause algérienne. Aussi Naïd Ahmed, par exemple, a eu la même expérience. Le lycée va être un creuset de beaucoup de militants nationalistes algériens. Oui, le lycée et aussi les premières revendications. C'est par exemple la revendication pour un congé le jour de la naissance du prophète, de l'anniversaire du prophète. On a commencé à demander cela. Et je crois que mes camarades, les camarades qui m'ont choisi à ce moment-là pour aller demander au proviseur la journée de congé, voulaient absolument le fils d'un notable sur lequel la répression ne s'abattrait pas aussi bien que si c'était eux qui présentaient la requête. Et après, vos camarades vont vous désigner comme responsable de la cellule du Parti du peuple algérien au lycée. Oui, très rapidement. Très rapidement. C'est parce que ceux qui étaient au-dessus de moi par l'âge sont partis, soit dans l'université, soit ailleurs. Et donc, ils m'ont élu. Vous avez été élu. J'ai été élu par ce groupe. Ce n'est pas le parti qui m'a désigné. D'accord, ce qui était rare à l'époque. Oui, absolument. Hein? Et donc, Mohamed Arbi, Messali Hadj à l'époque, c'est une grande figure. On l'appelle, il se fait appeler le Zaïm, l'unique. Il représente quoi pour vous? Messali Hadj à l'époque, c'est une grande figure. Absolument. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait des élections et il y avait le docteur Benjeloul qui était candidat. C'était les notables, tous les notables étaient là. Et j'avais un grand-oncle qui était soldat. J'étais avec mon jeune frère. Il a une pièce de 5 sous. Il a dit, je vais jeter cette pièce et celui qui la prend le premier, en bénéficiera. Alors, il jette la pièce et il dit qui est pour Messali et qui est pour Benjeloul. Et tous les deux nous avons dû pour Messali. Pour Messali. Alors que Benjeloul était à la maison. Et donc, vous allez continuer votre engagement parce que vous allez partir après le bac, vous ratez la première séance du bac et donc votre père vous envoie à Paris, au collège Sainte-Barbe. Vous allez passer le bac en septembre et vous inscrire à l'université à la Sorbonne. Exactement. Et donc là, vous allez continuer votre engagement et peut-être les premiers débats puisque vous allez adhérer d'abord à l'Union des étudiants d'Afrique du Nord. Non, j'étais à l'Association des étudiants musulmans. Musulmans. D'Afrique du Nord. Voilà, musulmans d'Afrique du Nord. Ouais. Voilà. Et ça, c'est
débat déjà important, puisque vous allez prendre des responsabilités dans le mouvement étudiant. Dans des conditions particulières. J'ai été élu, mais la préfecture n'a pas accepté la candidature parce que je n'avais pas l'âge. Mais j'ai siégé quand même jusqu'à la fin de l'année en exerçant cette responsabilité. C'est-à-dire vous aviez 18 ans, 19 ans? 18 ans. D'accord. Et donc, vous allez aussi prendre des responsabilités au sein de ce groupe qui est quand même pas très nombreux, puisqu'à l'époque, il y a quoi? Il y a 500, 600 étudiants algériens? Oh, même pas. Même pas. Même pas? Non. Donc, vous connaissez tous, en fait. Dans ma classe, on était une douzaine. Et en classe faisant du latin ou du grec, nous étions 3. 3 seulement? 3 seulement. Algériens. 3 Algériens. Et donc là, il va y avoir un premier débat important entre les étudiants algériens autour de l'Union générale des étudiants algériens ou des étudiants musulmans algériens. Et vous n'êtes pas pour appeler l'organisation les étudiants musulmans, et vous allez créer votre propre organisation à côté de l'autre. Ça, c'est beaucoup plus tard. Oui. Le mouvement étudiant à l'université était disputé entre communistes, libéraux de l'UDMA et le MTLD. Et le responsable du MTLD, c'était Abdeslam Bel'Aid, qui a été après ministre de l'économie, etc. Et ce n'est qu'après que s'est posé le problème de UGMA ou UGA, c'est-à-dire avec base confessionnelle ou laïque. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre il y avait la scission du MTLD à ce moment-là, et j'étais dans une tendance qui était anti-messaliste, qu'on appelait les centralistes. Et donc, c'est à ce moment-là que s'est posé le problème d'une association purement algérienne et à caractère national. Parce que les messalistes étaient, eux, pour une association pas à caractère national, mais plutôt à caractère confessionnel? À confessionnel, ils étaient comme les autres tendances. C'était essentiellement les libéraux et les communistes et la fraction que j'ai dirigée qui était pour une union générale des étudiants algériens. Autrement dit, je commence à quitter, si vous voulez, du point de vue de la nation. Je commençais à vouloir un État national, une nation-État et pas confessionnel, laïque. Laïque. Voilà. C'est ce que vous dites, c'est l'influence de l'école laïque. Mais au lycée déjà, vous aviez un début de conscience politique avec un professeur, Pierre Sury. Oui, j'ai eu la chance d'avoir le professeur Sury comme professeur d'histoire. Qui était à socialisme et barbarie, Mohamed Darbi. À l'époque, il était seulement trotskiste. Il est devenu socialisme ou barbarie après. D'accord. Les trotskistes on reviendra. Mais enfin, il a l'année où j'étais avec lui, il nous a parlé surtout de la Chine. Et il nous a recommandé un livre de Harold Isaac, La tragédie chinoise. On était déjà quasiment dans l'initiation au marxisme à travers
qui commençait, qui commençait au lycée avec ses enseignants qui venaient de métropole. Oui, absolument. Mais en même temps, à un moment donné, vous allez quand même fusionner, si je puis dire, entre UGA et UGMA. Vous allez dissoudre cette association à caractère national pour la mettre, rejoindre l'UGMA. On était majoritaire à Paris, mais ailleurs, et surtout en Algérie, nous ne l'étions pas. Et même, si vous voulez, il y a une pirouette de l'organisation communiste qui devait avertir Alger, qui n'a pas averti Alger le jour des élections pour la représentation. Et c'était parce qu'ils ne voulaient pas la transmission se faisait par le PCF et le PCF n'avait pas envie d'une organisation concurrente de l'UNEF. Il n'avait pas envie d'une organisation nationale algérienne. Voilà, absolument. Alors que d'autres étudiants, on peut penser aux étudiants tunisiens, avaient eu une union qui était purement nationale. Pas de problème. La Tunisie et le Maroc étaient des États qui étaient sous protection, mais c'était des États reconnus. Alors que pour le Parti communiste français, l'Algérie, ce sont des départements français. Vrai. Ça leur pose des problèmes importants. Ça va leur poser pendant toute la guerre des problèmes importants. Importants, et même lors du festival de Varsovie, les étudiants algériens voulaient manifester avec le drapeau. L'organisation française n'a pas accepté. Et donc, il y a eu des protestations de diverses associations. Et la conclusion, c'est qu'ils ont manifesté, tout le monde a manifesté avec le drapeau entouré autour de la hampe. D'accord, et pour pas froisser les organisateurs à Varsovie, puisque c'était l'internationale étudiante qui était dominée par les communistes. Et surtout le fait que les délégations du Moyen-Orient menaçaient de se retirer. C'était l'époque où Maurice Thorez disait on peut être pour le divorce, mais c'est pas pour autant qu'il faut se séparer. Exact. C'est très léniniste. C'est très léniniste, oui. Mais vous aviez déjà une conscience un peu nationale qui va perdurer, qui va vous mettre un peu à l'écart de ce qui dominait au sein du mouvement national algérien. Quand le FLN est arrivé, je connaissais ses dirigeants et tout. J'ai discuté avec les principaux dirigeants de l'UGA et j'ai dit il faut se saborder, sinon nous allons entrer en guerre les uns contre les autres. Et effectivement, on s'est sabordé à cause de ça, parce qu'on savait que nos adversaires iraient jusqu'au bout. C'est ça. Mais vous aviez conscience déjà à travers ce débat que c'était une idée de la nation algérienne qui était en train de dominer sur une autre? L'idée de la nation algérienne est arrivée depuis longtemps avec le PPA. Mais avec l'idée que l'algérianité, c'est en même temps être musulman. Être musulman. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été adopté le Code de la nationalité. Ça venait de très loin. Ça venait de très loin, comme on va passer de résistance algérienne, le journal Résistance algérienne, qui était connu dans l'immigration, à El Moudjahid. El Moudjahid, c'était au niveau de la direction du FLN que ça a été décidé. Donc, avec une connotation religieuse que n'avait pas... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est-à-dire qu'ils avaient des buts inédits. La majorité n'était pas une majorité de croyants et tout. C'était des positivistes en général. Vous-même,
vous vous détachez de la religion à un moment donné au lycée. Comment ça se passe, puisque vous avez cette éducation religieuse, mais à quel moment vous vous détachez de cette éducation religieuse? J'ai raconté cette anecdote. J'étais à côté d'un copain que j'aimais beaucoup, et le soir, avant de dormir, j'énonçais la profession de foi, afin que je meure musulman si je devais mourir dans mon sommeil. Et le matin, il m'a dit, qu'est-ce que tu étais en train de murmurer cette nuit? J'ai dit, la profession de foi. Il m'a dit, à ton âge, tu crois encore à ces sornettes? Ça a été un choc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser au problème de la religion. J'en ai parlé avec mon père. Il m'a dit, mon fils, t'approche pas de ces histoires. Tu ne vas avoir que des histoires. Parce que lui était très croyant, votre père? Il était croyant, mais laïque. Alors que votre mère était beaucoup plus croyante. Ma mère, elle est née dans la religion. Son père était le mufti du village. Voilà. Et votre famille, vous dites, était quand même éloignée du système colonial, ou en tout cas, du côté... Non, moi, j'ai utilisé le mot d'accommodement pour éviter la position des nationalistes qui distinguent collaborateurs et résistants. En fait, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Dans les batailles publiques, la famille était toujours musulmane. Par exemple, mon grand-oncle qui était au Conseil général de Constantine, après l'amnistie des prisonniers du 8 mai 1945, il y a eu encore des exécutions. Ah oui. Il a pris la parole au Conseil général et en disant que c'était un scandale. Il a condamné ça publiquement. Et quand il y a eu, pendant la guerre, la répression contre les Juifs et contre les organisations nationalistes, mon grand-oncle, qui était le représentant de la famille, a défendu les leaders des oulémas qui ont été envoyés en résidence surveillée. Par le gouvernement et parmi français. eux, il y avait l'ancien recteur de la mosquée de Paris, Ben Cheikh. Oui, le cher Benchir. Oui, Ben Cheikh Abbas. Il a été publiquement, il a défendu publiquement en disant que c'était une injustice. Donc les choses étaient pas seulement le blanc et le noir, il y avait beaucoup de gris dans la société. Oui, beaucoup, comme vous dites, d'accommodement pour... D'accommodement, parce que faisait les démarches en même temps, etc. Et quand j'ai été aux archives pour voir les fiches signalétiques de ma famille, ils étaient considérés comme des opposants, ce qui n'était pas vrai du tout. Enfin, moi, je ne vivais pas comme ça. C'était pas des collaborateurs, mais c'était pas des opposants ouverts. C'était... Oui. voilà. Oui. Il y avait Mais, si vous voulez, il y a des stratégies pour ne pas affronter, des stratégies d'affrontement. Et mes idées se sont précisées quand j'ai lu le livre de Philippe Burin, oui. La France à l'heure allemande. Ah oui, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, oui. Ah oui, puisque Philippe Burin parle justement de ce phénomène d'accommodement entre les résistants et les collaborateurs, ceux qui essayent de survivre. Voilà, et ce qui était le cas de votre famille, ce qui est une expérience singulière, mais qui était partagée par une partie de la notabilité algérienne, en fait. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et parmi toutes les tendances,
Votre Dans père... les notabilités algériennes, personne ne se distinguait de la religion. Personne ne se distinguait de la religion. On était soit pour les gens qui étaient carrément sous domination administrative, les confréries, ou bien musulmans proches des oulémas ou du MTLD. Oui, les oulémas, Oui. qui étaient un courant Oui. réformiste musulman, disons, Oui. qui cherche... Ne jouaient la carte laïque que les libéraux. Mais par exemple, dans le statut de l'Algérie, on parle de libération de la femme, Oui. d'émancipation de la femme. Tous les partis se sont battus pour cette publiquement. Jamais l'UDMA n'a fait une campagne publique sur cette question. Pour se prononcer carrément pour la laïcité. Jamais. Ah oui. Ils étaient laïcs en pratique. Sans le dire explicitement. Si, ils le disent, mais je veux dire, c'était pas un objet de débat Ah oui. devant le peuple. Oui, parce que Mohamed Arbi, on avait le sentiment que le peuple ne pouvait pas comprendre. À nous, il y avait quelques-uns dans le parti qui étaient franchement athées, mais qui le disaient jamais. Qui le disait jamais. Par exemple, on avait un représentant syndical, il disait jamais frère, il disait toujours camarade. Oui, parce que au MTLD, au PPA, ceux qui adhéraient, mais ce n'étaient pas les jeunes, on prêtait serment sur le Coran. Au lycée, on nous a fait prêter une fois le serment sur le Coran. Ah oui, une fois au lycée. Mais après, ça a été tout de suite arrêté. enlevé. D'accord. Mohamed Arbi, vous n'êtes pas encore un haut cadre du mouvement nationaliste, mais vous faites déjà preuve d'une singularité importante. Comme jeune, comme intellectuel, comme étudiant, la dureté du combat est à venir, c'est ce que nous verrons demain dans cette suite d'Avoinu. Merci Mohamed Arbi. Merci. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Didier Lesky avec Mohamed Arbi. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Yvan Turc, Eric Audra, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer.